Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je te propose une vidéo dans laquelle je vais te parler des premières démarches que l'on doit faire quand on devient maman ou papa solo. Je voulais te faire cette vidéo aussi parce que moi-même, j'ai été bien évidemment confrontée à ce cas-là. J'ai eu beau chercher sur YouTube, je n'ai trouvé aucune vidéo qui parlait de ce sujet-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Je trouve que c'est important de trouver, on va dire, facilement certaines informations, surtout quand on peut se retrouver dans une situation délicate. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que moi j'ai fait, et j'ai essayé aussi également de chercher un petit peu sur Google, savoir si je trouvais d'autres informations complémentaires, on va dire. Je ne vais pas parler des aides financières dans cette vidéo, là je vais vraiment te parler uniquement des démarches dans un premier temps. Et enfin, pour terminer cette intro, je voulais également le préciser, mais ça n'a aucune importance de savoir qui c'est qui a quitté qui, entre guillemets. On s'en fout, dans cette vidéo, c'est pas le sujet. C'est vraiment, voilà, quand tu te retrouves toute seule, voilà, ou tout seul, peu importe ta situation. Donc, on y va, c'est parti. La toute première chose à faire et à savoir, surtout, c'est de savoir où tu vas aller. Est-ce que tu vas rester avec ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe? Est-ce que tu vas aller chez de la famille? Est-ce que tu vas aller chez une amie? Bref, savoir où tu vas. Si tu déménages, dans un premier temps, moi, ce que je te conseille de faire, et c'est ce que moi j'ai fait pour me protéger moi et mes enfants, c'est de déposer une main courante à la gendarmerie. Alors moi, je sais que quand on m'a dit de faire ça, ça m'a fait extrêmement flipper, mais c'est vraiment une protection en fait. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est parce que de ce que moi j'ai appris, en tout cas ces derniers mois, cette dernière année, c'est que on ne connaît jamais les personnes à 100%. Tu ne sais pas comment ton ex va réagir, voilà, s'il va péter un boulard ou pas, que ce soit lui ou toi qui ait voulu la séparation entre guillemets, mais tu ne vas pas savoir comment l'autre va réagir, quel va être son comportement par la suite. Pourquoi est-ce qu'il faut déposer une main courante? Déjà, premièrement, pour dire que voilà, tu as déménagé, mais tu n'as pas déménagé pour voilà, enlever tes enfants à leur père ou à leur mère. Tu as déménagé parce que voilà, admettons, tu t'entendais plus avec le père de tes enfants ou la mère de tes enfants. Donc du coup, ben voilà, vous vous êtes séparés et de ce fait, tu as décidé du coup de déménager, admettons, dans ta famille. Et à ce moment-là, une fois que tu es dans ta famille, pour déjà prouver que tu as bien déménagé, que tu n'es plus sous le même toit que ton ex, et surtout dans un deuxième temps, comme je te disais, te protéger toi, au cas où que ton ex aille à la gendarmerie pour déposer plainte en disant que voilà, tu lui as enlevé ses enfants. C'est super important, ça prouve que, ben en fait, non, c'est pas vrai, ça peut t'éviter pas mal de problèmes par la suite. Tu vas voir, la procédure est hyper rapide, les gendarmes ont un petit peu l'habitude de ça, donc voilà, c'est très rapide. Peu importe que tu partes sur un divorce, par contre pour mutuelle, un divorce devant juge, voilà, peu importe ton divorce, ou même si t'es juste paxé, peu importe la séparation, ça n'a pas d'importance, comme ça là au moins tu t'es protégé, t'as déposé une main courante pour dire voilà ce qui se passe, et voilà, on va dire, il ne se passera rien de plus, ton ex va pas être entendu par les gendarmes, c'est juste voilà pour dire on est séparés, et voilà, j'ai pas décidé de lui enlever ses enfants du jour au lendemain. Admettons, du coup, on part du principe que tu déménages. Eh bien, la première des choses à faire, c'est de faire les changements d'adresse. Et moi, la toute première chose que je te conseille, c'est de faire ta toute première démarche administrative, c'est de le déclarer à la CAF. Pourquoi le déclarer à la CAF en priorité? C'est parce que, eh bien, si tu as 2 enfants en bas âge, tu as forcément des aides. Donc, page allocation familiale. Donc tu déclares ton changement d'adresse à la CAF et tu mets également que tu es séparé si tu déménages. Alors si tu es sous le même toit que ton ex, je ne sais pas trop comment ça marche. Je suppose quand même qu'il faut dire qu'à partir de telle date vous êtes séparés, même s'il n'y a pas de changement d'adresse. Mais moi là je te parle vraiment de la situation entre guillemets que j'ai connue, à savoir un déménagement. Et moi du coup, comme je te disais, ma toute première démarche, ça a été de le déclarer à la CAF. Très rapidement derrière, j'ai reçu par courriel en fait un mot me disant que j'avais le droit d'être suivie par une assistante sociale de la CAF spécialisée, on va dire, dans les séparations, dans tout ce qui est remue-ménage, on va dire, dans la famille. Et tu reçois également une petite brochure voilà, de la CAF t'expliquant un petit peu le rôle de l'assistante sociale en question. Ensuite, autre chose que je te conseille, c'est prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Moi, j'ai mis énormément de temps avant de prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Alors, assistante sociale de la CAF et assistante sociale tout court, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elles sont toutes les deux assistantes sociales, mais l'une travaille à la CAF et l'autre non. Donc le mieux dans un premier temps, c'est de voir les deux pour voir ce qu'elles te proposent. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et là, actuellement, donc voilà, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis séparée. Et actuellement, je ne suis suivie que par l'assistante sociale de la CAF, sachant qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, l'assistante sociale de la CAF arrêtera en fait de te suivre pour ce motif-là en tant que
femme ou homme séparé, voilà, elle arrêtera de te suivre pour ça. Parce qu'au bout d'un certain temps, en fait, il me semble que c'est jusqu'à 1 an et demi, voire 1 an après la prise de contact, pas après la date de séparation, mais après la première prise de contact, où voilà, l'assistante sociale arrête de te suivre. Il me semble que c'est ça. Ça dépend peut-être après des départements ou quoi, mais en tout cas, par chez moi, c'est comme ça. Donc du coup, comme je te disais, prendre rendez-vous avec une assistante sociale, pourquoi ? Eh bien déjà pour faire un point sur ta situation, pour savoir si tu as besoin d'aide financière, pour qu'elle t'aide également dans tes démarches administratives, parce que très souvent, quand on vient de se séparer, eh bien en fait on ne sait pas trop par quoi commencer, on a un petit peu la tête sous l'eau pour plein de choses, donc du coup ça peut être vite compliqué en fait de savoir qu'est-ce qu'on doit faire en priorité, etc. L'assistante sociale est là en fait pour te dire, pour coucher sur papier, quelles sont les premières démarches que tu dois faire, et puis après au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on élimine et sur quoi on avance. C'est quand même hyper important, je trouve, surtout voilà quand on vient de se séparer et que comme je te disais on a un petit peu la tête sous l'eau, et bien d'avoir quelqu'un qui nous guide un petit peu, qui est un petit peu comme une aide en fait, une béquille, voilà, si on peut dire, pour nous aider un petit peu à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en premier, qu'est-ce qui doit être une priorité ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même hyper important, voilà, d'avoir au moins une prise de contact avec une assistante sociale. Admettons du coup que tu as dû déménager chez un membre de ta famille, eh bien une autre démarche à faire, mais ça c'est vraiment dans un autre temps, en tout cas pour moi ça a été le cas, c'est du coup de faire une demande de logement social. Encore une fois, ça dépend de tes revenus, mais moi personnellement, eh bien je ne travaille pas, donc forcément mes revenus sont extrêmement bas et je ne peux pas me permettre de passer par un particulier, par du privé pour avoir un logement. Donc clairement le choix des logements sociaux c'était presque obligatoire. Donc d'aller sur le site du gouvernement, je te le mettrai en barre d'infos, d'aller du coup sur le site du gouvernement et de faire un dossier en fait tout simplement pour qu'en fait on puisse te mettre sur la liste de demandes en fait pour avoir accès à un logement social. Après ça dépend encore une fois de ton département, de ta région, suivant le nombre on va dire de bailleurs sociaux qu'il y a, de ne pas hésiter à y aller tous les jours, plusieurs fois par jour, si tu veux voir un petit peu tous les biens qu'ils ont à proposer. Le dossier est quand même assez on va dire facile à remplir, même si heureusement que là sur la fin du coup mon assistante sociale était là parce qu'elle a rectifié certaines choses. Tu peux on va dire commencer par remplir le dossier seul parce qu'il faut mettre sa carte d'identité, enfin il y a pas mal de choses qui te demandent. Mais c'est bien de faire vérifier ton dossier par une assistante sociale pour être sûr que voilà, tu as bien rempli comme il faut ton dossier. Parce que si mon assistante sociale n'avait pas vérifié récemment mon dossier, je ne pourrais pas du tout avoir accès à un logement social puisqu'en fait, dans la case revenus, j'ai coché que je n'ai pas de revenus. En fait, c'est pas totalement la réalité. Oui, je travaille pas, oui, j'ai pas de revenus, mais j'ai quand même entre guillemets des aides sociales et ça, il faut le déclarer dans ton dossier en fait de demande de logement. Ça, je ne le savais pas et on peut franchement se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir. Donc voilà, elle a rectifié le tir. Ensuite, encore une fois, ça va dépendre de ta situation, mais ne pas hésiter à demander à ton assistante sociale, en général, c'est elle qui te le propose d'ailleurs, qu'elle te passe sur la liste des prioritaires parce qu'il y a, on va dire, une liste prioritaire plus. Actuellement, je suis personnellement sur cette liste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la liste des personnes mal logées. Et là, encore une fois, l'assistante sociale avec toi remplit un autre dossier où tu dois expliquer un petit peu ta situation. Pourquoi est-ce que l'assistante sociale t'a mis sur cette liste-ci ? T'as quand même un petit peu de papier à faire. Bon, c'est pas grand-chose, ça se fait quand même assez rapidement. En une demi-heure, 1 heure, c'est plié. Mais ça prend quand même pas mal d'énergie parce que ça demande un petit peu à ressasser la situation dans laquelle tu es. Mais voilà, si tu es dans une situation précaire, si par exemple tu cohabites avec ton ex ou si tu es chez quelqu'un de ta famille, mais la cohabitation ne peut pas se faire pendant très longtemps, c'est une opportunité pour toi en fait de trouver plus rapidement un logement. Parce qu'il faut savoir également que tu vas passer prioritaire, ça c'est un fait, mais il n'y a pas que ça puisque les assistantes sociales en fait ont accès à on va dire une autre liste que seules elles ont accès. C'est du coup la préfecture qui met de côté certains logements justement pour les personnes qui sont dites mal logées. Et du coup les assistantes sociales ont accès à cette liste-ci, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas voir ton assistante sociale quand tu prends un rendez-vous, si tu es sur cette liste-ci, donc de personnes prioritaires, elle va voir avec toi du coup à chaque fois s'il n'y a pas un logement qui peut te convenir entre guillemets. Les loyers sont plutôt abordables, on va dire, sont faciles d'accès et en général c'est des logements qui sont quand même assez récents. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Moi personnellement, depuis que je suis sur la liste, on m'a proposé 2 logements, mais à chaque fois en fait la date était assez courte. Donc en fait c'est bien à chaque fois mon dossier est passé à la trappe. Mais ça peut être une opportunité pour accélérer, on va dire, les choses. Pour t'expliquer brièvement comment ça se passe, du coup, admettons l'assistante sociale voit
un appartement qui pourrait te convenir, elle te le propose, tu lui dis que ça t'intéresse. Et donc elle va remplir une fiche où dessus en fait elle doit mettre tes potentiels APL. Et c'est vrai que comme ça en fait tu peux savoir combien tu aurais droit d'APL. C'est intéressant à savoir et ça permet justement après de pouvoir plus facilement se projeter et de se dire eh bien à combien de loyer je peux payer en fait de ma poche, sachant que normalement j'ai tant d'APL. Donc voilà, elle a tout un tas de choses à remplir. Donc voilà, comme je te disais, ça peut être une très bonne opportunité pour toi en fait d'avoir accès plus facilement et plus rapidement à un logement situé sur cette liste. Comme je te disais, du coup, les assistantes sociales, elles sont là pour t'aider, pour te guider, pour t'encadrer aussi suivant les démarches que tu as besoin de faire. Elles sont là aussi pour répondre à tes questions et tes besoins. Donc vraiment, le conseil number one à retenir de cette vidéo, c'est vraiment d'aller voir une assistante sociale. J'ai mis, comme je te disais, énormément de temps à aller voir une assistante sociale. C'est pas quelque chose que je regrette parce que j'en étais vraiment pas capable avant. Mais vraiment, c'est quelque chose que je te conseille. Ça ne peut que t'aider et te rebooster surtout. Ensuite, suivant, on va dire ta séparation, prendre rendez-vous avec un avocat. Encore une fois, ça va dépendre de tes revenus, mais si tu as droit à l'aide juridictionnelle, comme c'est mon cas, ne pas hésiter à demander à l'avocat si lui, on va dire, travaille avec l'aide juridictionnelle, s'il accepte l'aide juridictionnelle. Comment est-ce que moi, personnellement, j'ai trouvé mon avocate, parce que pour moi, c'est une femme. Eh bien, en fait, j'ai tout simplement tapé avocate avec le nom de ma ville à côté pour voir un petit peu quels étaient les avocats. Et une fois que c'était fait, j'ai regardé du coup quels avocats du coin étaient spécialisés dans la famille, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se rapproche à la famille, donc les divorces et tutti quanti. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon avocate. Elle avait un site internet où dessus il y avait marqué qu'elle prenait l'aide juridictionnelle. Donc je me suis dit c'est parfait. Je l'ai contactée et on a eu rendez-vous très rapidement après parce que j'ai commencé, donc il faut savoir que je me suis séparée en octobre 2021 et j'ai eu mon rendez-vous avocat début novembre 2021, sachant que voilà, j'ai mis quand même un peu de temps avant de contacter un avocat. Donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Ensuite, quand ce contact-là a été effectué, bien évidemment, il faut savoir sur quel type, on va dire, de divorce tu pars. Alors encore une fois, est-ce que tu étais marié, est-ce que tu étais pacsé, est-ce que tu n'étais pas du tout lié à cette personne? Ça dépend de tout un tas de choses. Si tu étais marié, tu as accès au divorce par consentement mutuel. Si tu n'étais pas marié, par contre, tu n'as pas, on va dire, 36 000 options qui s'offrent parce que tu vas être obligé de passer devant le juge des affaires familiales. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Mais bon, on n'est pas là pour parler de toute la procédure du divorce par consentement mutuel. J'ai prévu de te faire une vidéo complète sur le divorce par consentement mutuel pour tout expliquer quand je serai officiellement divorcée. Là actuellement je suis vraiment à la vraiment toute fin des papiers, mais voilà, ça va faire bientôt 1 mois que je n'ai pas de nouvelles de mon avocate, donc j'attends. Normalement là la prochaine étape pour moi c'est que la convention de divorce doit être déposée chez le notaire. Voilà, donc on est vraiment sur la dernière étape du divorce, je n'attends que ça, donc voilà, mais comme je t'ai dit, je te ferai une vidéo vraiment détaillée de ce divorce-ci en particulier, parce qu'encore une fois, j'ai cherché des détails sur YouTube et je n'ai pas trouvé. Donc, c'est promis, je te ferai cette vidéo aussi une fois que tout sera terminé. Ensuite, j'ai noté contacter le CMP. Donc, suivant là où tu habites, tu as un CMP. Donc, le CMP, c'est un centre médical ou médico-psychologique, je ne sais jamais comment on dit. Donc, c'est tout simplement un endroit où tu peux avoir accès à des psychologues gratuitement pour enfants et pour adultes. Ça dépend encore une fois des coins. Personnellement, j'en ai un pas très loin de chez moi pour enfants et pour adultes. Donc voilà, c'est toujours un peu important de prendre contact. Voilà, si jamais tes enfants ont vraiment du mal avec la séparation de leurs parents, ça peut être un très bon moyen pour eux de vider leur sac. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose que je te conseille. Et ensuite, j'ai mis prendre contact avec le CCAS. Donc le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Encore une fois, je pense qu'il doit y en avoir un par chez toi. C'est toujours intéressant voilà, de se renseigner. Tu peux avoir accès à un diététicien, tu peux avoir accès également à un psychologue, à la PMI aussi également. C'est un petit peu un accès groupé, voilà. Et tu peux aussi avoir également accès à certaines informations, comme par exemple des réunions entre parents solo, des temps d'accueil avec les parents solo et les enfants. Ça peut être très intéressant, donc il faut vraiment se renseigner. Ensuite, j'ai mis demander la CMU. Donc pourquoi demander la CMU? Encore une fois, ça dépend de tes revenus. Moi, encore une fois, personnellement, je n'ai pas de revenus, donc logiquement j'ai le droit à la CMU. Je n'ai fait ma demande de CMU que très récemment, voilà, à la fin de février, donc c'est vraiment très très récent, mais je te conseille vraiment de faire ça. Vraiment, une des premières démarches à faire, c'est de faire la demande de CMU, parce que voilà, ça peut te permettre d'alléger
tes charges, voilà. Quand je vois le prix que je paye pour ma mutuelle, clairement, si j'ai la CMU, normalement ça devrait passer, mais j'attends de voir. J'ai hâte de l'enlever parce que ça me prend 100 € par mois, c'est énorme. Donc autant me dire que ces 100 € là, j'aimerais bien les avoir pour autre chose et pas les dépenser pour ma mutuelle, surtout quand on voit comment elle rembourse. Donc voilà, la CMU, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. C'est également quelque chose d'hyper simple à faire, je l'ai fait en ligne du coup, en passant évidemment par mon compte Amélie, donc le compte que tu as relié à la sécurité sociale. C'est vraiment une démarche hyper simple à faire, c'est hyper rapide, je l'ai fait hyper rapidement, c'était hyper facile. J'ai pas eu besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. Donc vraiment, vas-y fonce et fais les démarches. Voilà un petit peu ce que je te conseille en première démarche à faire si jamais tu te retrouves seule avec un ou plusieurs enfants à charge. Si tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo et que voilà, tu es vraiment dans cette situation-ci, je t'envoie tout mon courage vraiment. Je suis passée par là, je sais ce que ça fait, je sais comment on se sent. Donc vraiment, si tu as besoin de parler, n'hésite pas à venir me voir en message privé sur Instagram. Je serai là à ton écoute, il n'y a aucun souci. Dis-toi que c'est juste une mauvaise passe, même si je sais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dis-toi que voilà, tu vas mettre en place des choses pour que ça aille et pour que le bateau ne coule pas littéralement. La lumière est là, la lumière est toujours au bout du tunnel, peu importe le temps que ça prend. Mais vraiment, accroche-toi, ça va aller. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura aidé vraiment, je l'espère de tout cœur vraiment. Et moi je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.